Face à l'info sur la première. Face à l'info et les résultats d'une enquête ce soir, vous le disiez, Lika Colbert, qui concerne notamment la judéophobie et l'antisémitisme chez nous. L'enquête s'appelle « La radicalisation islamique à Bruxelles, discours judéophobe et discours anti-chiite ». C'est un rapport fait au SPF Intérieur il y a un an, remis en juillet 2014 et réalisé par le docteur Samir Amghar sous la direction du professeur Jean-Philippe Schreiber de l'Université libre de Bruxelles. Une plongée de 6 mois au cœur même de mosquées, de centres culturels, de quartiers, de rapports interhumains pour répondre à cette question de la radicalité religieuse. Quelle était la portée de cette étude, son contexte, comment a-t-elle apporté oui ou non des réponses et surtout qu'a-t-elle mis en lumière? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Samir Amghar qui est avec nous par téléphone. Le concret aussi de ces discours est rejoint sur le terrain par une série de constats de plus en plus souvent portés ces dernières semaines par la Ligue belge contre l'antisémitisme. Son président, son responsable, Joël Rubinfeld est notre deuxième invité ce soir. Bonsoir et merci à tous d'être face à l'info. Joël Rubinfeld, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a ces dernières semaines une constance, je dirais, dans les newsletters que l'on peut découvrir de la Ligue belge contre l'antisémitisme. C'est une série de faits qui, lentement mais sûrement, s'accumulent. On va revenir sur certains d'entre eux. Est-ce que cette accumulation est due à un accroissement sensible des faits ou des attitudes ou des propos ou des relations antisémites, ou au fait que votre organisme impose en quelque sorte le focus plus constamment qu'auparavant? Je pense que ça traduit une lame de fond. On le voit d'ailleurs dans notre pays, mais aussi dans les pays voisins, en Europe occidentale plus largement. Il se trouve que, en l'occurrence, la semaine dernière était une semaine particulière. Depuis que la Ligue belge contre l'antisémitisme existe, il y a donc 1 an et demi de cela, nous n'avons jamais eu autant de signalements et autant d'incidents, dont certains d'une gravité extrême, rapportés à la Ligue sur une semaine. C'est-à-dire 8 cas ont été signalés. Et ça traduit un peu l'air du temps. On le voit à travers cette banalisation notamment de la parole antisémite. Rappelons-le, la parole antisémite précède toujours le passage à l'acte. Notre société a changé depuis 2000. Ça a commencé en 2000 lorsqu'il y a à 3-4 000 kilomètres d'ici un conflit s'est déclenché, la seconde intifada, donc au Proche-Orient. La vie des Belges juifs et plus largement des Européens juifs a changé. D'abord, les juifs reconnaissables, les juifs religieux ont été l'objet d'harcèlement, d'insultes, de violences physiques aussi. Et puis chaque année, si vous voulez, la situation se dégrade à tel point qu'on en arrive à des manifestations d'une violence extrême telle qu'on a connue en 2006, d'abord avec Ilan Halimi, qui avait été, parce que juif, kidnappé par le gang des barbares et qui a été laissé pour mort par cette bande d'une vingtaine de personnes. Puis nous avons connu ici, chez nous, à quelques kilomètres d'ici, au musée juif de Bruxelles, l'attentat en 2014. Avant cela, il y a eu en fait à Toulouse en 2012 l'attentat contre l'école juive, puis en 2015, absolument, Mohamed Merah, en 2014, Nemouche au musée juif de Bruxelles, et puis en 2015, Paris avec l'hypercacher et Copenhague avec l'attaque contre la synagogue. Et il faut rappeler que tant à Toulouse qu'à Paris, qu'à Copenhague, il y a eu des cibles juives, mais pas que juives. On s'en prend aussi à des symboles de l'état de droit, c'est-à-dire des militaires en France, la liberté d'expression à Paris et une fois encore la liberté d'expression à Copenhague. Avec nous, le docteur Samir Amghar, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs études. Rappelons que vous êtes docteur de l'Université libre de Bruxelles et notamment dans le cadre de ce centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, vous avez répondu, entre autres, à un appel d'offres du SPF Intérieur portant sur le radicalisme d'inspiration religieuse. Vous êtes professeur confronté, dès lors que vous répondez à cela, et vous le décrivez dans cette étude, à une impossibilité de vous confronter à une étude classique. Les gens que vous allez tenter de questionner simplement comme ça, sur base de y a-t-il, oui ou non, un certain nombre de propos de contenu ou de sous-entendus, refusent de répondre. Vous devez littéralement vous plonger vous-même dans les quartiers en y vivant, en gagnant la confiance pour témoigner et relever dans votre étude qu'il y a bien de la judéophobie, de l'antisémitisme sous diverses strates, tout en disant ne grandissons pas, ne donnons pas non plus une surexploitation, il ne faut pas surdimensionner le phénomène non plus.
Bien sûr, je pense qu'il ne faut surtout pas surdimensionner le phénomène dans la mesure où cette étude a été réalisée dans un cadre bien particulier, à une période bien particulière. Et les cibles, si vous voulez, de notre enquête portaient essentiellement sur ce qu'on appelait des lieux de la radicalisation où émane ce qu'on pourrait qualifier un islam dit radical. Donc cette étude n'a pas vocation à représenter ou à décrire le sentiment judéophobe porté par les musulmans bruxellois si judéophobie existe au sein de cette communauté. Donc c'est véritablement quelque chose de circonscrit dans le temps, mais circonscrit également sur l'objet, tant l'objet porte sur les mosquées, si vous voulez, que l'on pourrait qualifier de radical. Alors donc, quand même, ce qui est remarquable, c'est que ce que vous relevez dans ce contexte bien particulier recoupe ce qui était intuitivement ou régulièrement ramené par les membres et les représentants des communautés juives, par exemple, à savoir qu'il existe bel et bien une forme de judéophobie, oserais-je dire, classique et théologique, parfois une autre qui est un peu en lame de fond, celle que je qualifierais de judéophobie de ceux qui n'ont même jamais vu un juif de leur vie, et puis il y a ceux des profonds radicaux militants qui tiennent des discours, mais qui peuvent confiner par moments à l'hystérie. Oui, alors nous avons travaillé principalement sur cette troisième catégorie, en fait, sur des musulmans que l'on pourrait qualifier de radicaux ou de contestataires et qui ont un rapport, si vous voulez, un peu conflictuel avec la figure du juif d'une manière générale. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette judéophobie est une judéophobie qui se présente principalement à travers des déclarations. Autrement dit, nous avons affaire à une judéophobie, un antisémitisme de type déclaratoire. Or, ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que même si vous avez des individus qui défendent une parole judéophobe, antisémite, il n'empêche pas pour autant, il n'y a pas de relation mécanique entre cette parole et le passage à l'acte. Vous avez, si vous voulez, une parole judéophobe qui remplit le rôle de fonction cathartique. À force d'avoir des déclarations ou des propos que l'on pourrait qualifier d'antisémites, l'individu s'oublie ou oublie de passer à l'acte. Et c'est quelque chose de fondamental et c'est ce qui relève véritablement de l'enquête. Alors, cela dit, vous témoignez aussi qu'il y a une grande difficulté, je le disais d'emblée, à approcher ce propos. Vous avez dû vous fondre dans la population et fréquenter alternativement, on va dire, une mosquée radicale salafiste et une mosquée chiite pour pouvoir aller à la rencontre des deux phénomènes. Oui, effectivement. Alors, ce qui est fondamental, c'est que ce qui, effectivement, est intéressant, c'est de voir que cette judéophobie est une expression, si vous voulez, de la radicalité, et c'était l'hypothèse de notre travail. Essayer de montrer que la radicalisation islamique que connaît actuellement la Belgique, parce que la Belgique est un grand exportateur, on va dire, de combattants en direction de la Syrie, essayer de comprendre dans quelle mesure ces processus de radicalisation se nourrissent du sentiment antisémite. Or, on s'est aperçu, lors de l'enquête, que c'est moins le sentiment antisémite qui incite les individus à se radicaliser qu'un discours anti-chiite qui incite les individus à partir en Syrie pour combattre le régime de Bachar el-Assad ou tous les affidés considérés comme chiites. Nous allons venir d'ailleurs en deuxième partie de cette émission en particulier aussi sur cette découverte en tout cas que vous mettez en lumière, à savoir ce glissement aussi de conversion qui est à l'œuvre parmi des jeunes sunnites belgo-marocains qui se convertissent au chiisme. Je reste encore ici sur l'espace de l'anti-judaïsme ou de l'antisémitisme. Vous nous dites il y a d'abord la rhétorique, on va dire classique du système. Il y a une espèce de retransformation de la rhétorique anti-juive occidentale, et puis il y a tout ce que nous ramènent les faits récents, ce qu'on appelle les antisystèmes, Dieudonné, Soral et d'autres. Tout cela est aussi mis en musique, si j'ose dire. Bien sûr, effectivement, c'est-à-dire que le sentiment que l'on a antisémite que l'on a pu rencontrer à Bruxelles est un sentiment antisémite qui s'articule autour de 3 points. Une sorte de sentiment anti-juif d'inspiration islamique, c'est-à-dire qu'on présente la religion juive comme une religion, si vous voulez, faite d'errements théologiques. Ça, c'est un élément, si vous voulez, central. Un deuxième élément central, c'est d'essayer, si vous voulez, de recycler toutes les théories complotistes qui étaient, on va dire, en vigueur dans les années 30 via, par exemple, le protocole des sages de Sion, et on lui donne un vernis islamique. Et enfin, si vous voulez, à
partir de ces théories complotistes mettant en avant l'idée selon laquelle les juifs seraient à l'origine des maux de l'humanité et de la domination des musulmans, cette idée selon laquelle finalement, si les musulmans sont victimes de discrimination, s'il y a un traitement différentiel entre la communauté juive et la communauté musulmane en matière de discrimination, c'est avant tout le produit, si vous voulez, d'une conspiration qui a pour but de maintenir les musulmans européens et belges sous une forme, on va dire, de traitement différencié. Je reviens vers vous dans un instant, Joël Rubinfeld. Cela se matérialise donc ici aussi à travers une enquête de plus, serait-on tenté de dire. Il y avait déjà eu précédemment une autre enquête menée à partir de la vraie université de Bruxelles et Marc Elkardus et ses équipes à cet égard. C'est de nature inquiétante ou bien ce que nous dit Samir Amghar, à savoir que ce discours anticipant en quelque sorte tout passage à l'acte freine le passage à l'acte et de nature progressivement à dégager des solutions? Je trouve que ce que le professeur Amghar dit est très intéressant et je le rejoins sur beaucoup de points. Par contre, je me démarque tout à fait de l'effet cathartique qu'il évoque et donc que ce serait en fait exprimer verbalement un antisémitisme aussi virulent qu'on connaît aurait un effet d'exutoire. Je pense que c'est exactement le contraire qui se passe. C'est qu'il y a une banalisation de la haine antisémite d'abord dans un stade verbal et puis ça en vient à des agressions physiques. Et on voit d'ailleurs que l'expression paroxystique de cela qui a été incarnée par Nemouche ou par Mera, Koulibaly, Kouachi et les autres, eh bien, ces gens-là ont été biberonnés à cette idéologie. Certains d'entre eux ont fréquenté justement des mosquées radicales où ce discours était prêché par des prédicateurs de la haine et il y a eu un déclic à un certain moment qui a fait qu'ils sont passés à l'acte, qu'ils sont descendus dans la rue, Kalachnikov au poing, pour tuer des juifs, pour tuer des journalistes, pour tuer des militaires, pour tuer des policiers. Donc je pense qu'il faut être très prudent là-dessus et que tout du contraire, je veux dire, historiquement, on voit que c'est un phénomène récurrent. Une fois de plus, le passage à l'acte est précédé par la libération de la parole. La libération de la parole, ça fait 15 ans qu'on l'expérimente. Le passage à l'acte, eh bien, a suivi ce préalable. Samir Amghar, est-ce qu'il y a eu, dernière question ici avant la pause, est-ce qu'il y a eu, à votre estime, depuis lors, de la part de l'autorité à laquelle vous avez aussi été amené à remettre ce rapport et ce type d'études, une prise de conscience, une volonté d'aller plus avant? Vous appeliez dans votre étude à ce que l'on puisse vous donner les moyens, à vous et à d'autres, d'approfondir le sujet, de porter sur un plus large spectre. Bien sûr. Alors, pas ma connaissance à ce jour. Je voudrais simplement réagir, on va dire, aux propos qui ont été, on va dire, émis par monsieur précédemment. C'est ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend le cas, par exemple, de Koulibaly, qui a réalisé une prise d'otage en janvier 2015 dans une épicerie cachère. Alors, effectivement, à première vue, il y a effectivement une dimension antisémite. L'idée selon laquelle, finalement, Koulibaly a décidé de prendre en otage des personnes de culture juive à partir du moment où il aurait clairement identifié un lieu de cette culture, de cette fameuse culture juive. Oui, d'autant que l'on sait que dans la veille, il avait même envisagé de se en prendre à une école juive à 2 encablures de là. Oui, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons à notre disposition un court entretien de Koulibaly réalisé avec un journaliste français. Or, dans ce court entretien, force est de constater qu'à aucun moment cet individu a émis des propos antisémites, en fait. Il a justifié son combat en disant finalement, je me venge d'une situation où les musulmans vivent de la discrimination et de l'islamophobie. Et à aucun moment, il a parlé de la figure du juif ou de l'État d'Israël d'une manière générale. Oui, et on peut, si vous voulez, extrapoler. Il n'a peut-être pas parlé alors dans ce discours des Juifs, il s'est juste contenté de les tuer. Donc effectivement, il s'agit très clairement d'un crime, d'un massacre antisémite. La motivation était antisémite. Il a été dans ce supermarché parce que ce supermarché s'appelait Hyper Cacher, parce que c'était une cible juive, comme Nemouche a été au musée juif parce que c'était le musée juif et non pas parce que c'était un musée tout court. On revient dans un instant avec vous deux, plus loin encore sur le détail de cette étude. Soir Première,
Face à l'info. Et suite donc de cette émission autour d'un rapport qui met en lumière des questions en termes de judéophobie et d'antisémitisme chez nous, Edika Colbert. Et aussi d'antichisme, Samir Amghar, ce qui, je vous l'avoue, a été ma plus grande surprise en découvrant ce rapport, c'est que de découvrir qu'il y a à présent un mouvement significatif de conversion, notamment de jeunes belgo-marocains quittant leur sphère traditionnellement sunnite malékite pour se convertir au chiisme. Pourquoi ? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais réagir par rapport à la réaction de monsieur qui ne m'a pas laissé finir ma démonstration. S'agissant, si vous voulez, de l'attentat de l'hypercachère, il serait faux de résumer ou de réduire cet attentat à un attentat strictement, si vous voulez, anti. Il y a une dimension anti-impérialiste qui s'exprime à travers les propos de Koulibaly, ou une dimension, si vous voulez, tout simplement de revanche. Je veux me venger d'une situation que j'estime être problématique pour les musulmans vivant en France et en Europe. Donc, il serait faux de lire cet attentat uniquement à l'aune du prisme de l'antisémitisme et essayer d'élargir le focus pour introduire d'autres éléments et d'autres facteurs. L'antisystème donc. Mais pour ce qui est du chiisme et de ce mouvement de conversion au chiisme chez nous à Bruxelles. Oui, c'est un phénomène, si vous voulez, assez récent qui date d'une dizaine d'années et qui touche principalement des personnes originaires du Maroc, issues de la deuxième, voire troisième génération, avec une part relativement importante de convertis à l'islam. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, des personnes de culture sunnite décident, pour un certain nombre de raisons, de se convertir, entre guillemets, au chiisme, parce qu'ils trouvent dans le chiisme des éléments à la fois politiques, idéologiques et religieux qu'ils ne trouvent pas dans le sunnisme. Alors, ce qui est intéressant quand même, Samir Amghar, c'est de se rappeler et de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le chiisme, pour un certain nombre de radicaux du salafisme par exemple, représente l'ennemi ultime, si j'ose dire. Oui, effectivement, il représente l'ennemi ultime, il représente le cancer de la nation musulmane, il représente des facteurs de division qui non seulement affaiblit l'islam, mais empêche l'islam de connaître un renouveau. Et chose extrêmement intéressante, c'est que cet antichiisme se nourrit également d'une forme d'antisémitisme religieux. Pourquoi ? Parce que l'on va imputer l'existence du chiisme, la création du chiisme à un juif qui s'appelle Abdallah ibn Saba, qui aurait vécu à l'époque du prophète de l'islam et qui se serait converti pour des raisons à la fois stratégiques et politiques et qui serait juif et qui aurait créé le chiisme. Donc, pour résumer le propos tel qu'il fonde ce mouvement, la fourberie juive serait à l'origine d'une tentative de division de la communauté musulmane, de l'Oumma, et donc le juif est responsable en quelque sorte de tous les malheurs originels et actuels des communautés musulmanes. Oui, force est de constater qu'il y a, on va dire, chez un certain nombre de responsables musulmans, une sorte de déni ou cette incapacité à penser, si vous voulez, l'islam ou une certaine lecture de l'islam comme facteur de radicalisation. Si on prend par exemple le cas de l'État islamique en Irak et au Levant, un certain nombre d'individus vous expliqueront que cette création, que l'État islamique a été créé par le Mossad et que le responsable al-Baghdadi, le calife de l'État islamique, serait de confession juive parce qu'il répondrait du nom de Simon Elliott. Oui, on peut dès lors se poser la question, et je vous la pose, est-ce que l'autorité chez nous, communale, régionale, l'autorité politique en général, prend la mesure de cela ? Ça se passe dans une mosquée, la mosquée Rida par exemple, que vous citez, que vous avez fréquenté à Anderlecht, est une mosquée chiite, ça se passe là-dedans, c'est une mosquée qui a été incendiée, l'imam de l'époque est décédé dans cet incendie, il y a donc un facteur de violence potentiel là, et c'est encore rien de dire que cela alimente aussi d'autres courants qui en réplique envoient des jeunes vers la Syrie et vers Daesh. Oui, effectivement, il y a effectivement à la fois un risque qu'on pourrait qualifier d'extra-communautaire, mais également
radico-communautaires et qui pourraient, on va dire, se traduire par un certain nombre de tensions à la fois verbales mais également physiques. Joël Rubinfeld, est-ce que l'autorité politique dans le pays, et singulièrement depuis le musée, mais aussi depuis Paris, depuis Copenhague, il y a eu les discours aussi à l'occasion des 70 ans de commémoration de la libération d'Auschwitz, où le Premier ministre Charles Michel a pris des engagements, il les a rappelés ici lorsqu'il y a eu les commémorations un an après l'attentat du musée. Il y a des engagements qui sont pris. Est-ce qu'ils prennent maintenant la mesure? Est-ce que les études comme celle du professeur Amghar sont prises selon vous en considération? Est-ce que l'autorité politique communale dans un certain nombre de communes bruxelloises prend les choses en considération? Vous étiez encore amené à dénoncer des faits qui touchent un Athénée bruxellois. Ça dépend en fonction des cas que nous traitons et de notre interlocuteur. Je voudrais juste d'abord faire une petite incise et revenir sur ce que Monsieur Amghar, ce que Samir Amghar disait, qu'il serait erroné de réduire l'attentat à l'hypercacher à un acte antisémite, parce qu'il faut le voir comme une revanche en fait sur ce que subit ou ce qu'a subi Koulibaly ou son mal-être ou ses problèmes d'intégration. À partir du moment où par rapport à un mal-être et des problèmes d'intégration qu'aurait expérimenté Koulibaly, il identifie les Juifs comme responsables de cela. Ou co-responsables en tout cas. Absolument, eh bien cela a un nom. Et ce nom, ça s'appelle l'antisémitisme. Mais pour en venir maintenant aux interlocuteurs politiques, au niveau fédéral... Vous avez rencontré par exemple le ministre de la Justice. Oui, tout à fait. Et donc au niveau fédéral, il y a une prise de conscience de la menace. Et donc notamment, il y a eu un renforcement des mesures de protection, que ce soit des immeubles gouvernementaux au niveau du Parlement européen et des sites juifs aussi. Mais protéger, ce n'est pas encore agir à la racine. Mais exactement. C'est une réaction dans l'immédiateté. Alors elle est nécessaire, elle est indispensable, incontournable. Maintenant, il faut aller à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est que, quelque part, et c'est un sujet que nous avons abordé avec le ministre de la Justice la semaine passée, et je pense que nous avons une écoute attentive et une compréhension de sa part, c'est que nous nous battons face à l'antisémitisme traditionnel. Nous nous battons face à l'antisémitisme contemporain avec les armes de l'antisémitisme traditionnel. Brièvement, l'antisémitisme 3.0, c'est celui que nous expérimentons aujourd'hui, l'antisémitisme contemporain. L'antisémitisme 2.0, c'est l'antisémitisme traditionnel. Et l'antisémitisme 1.0, qui est à la base de ça, c'est l'antijudaïsme, donc sur base religieuse, puis ça a évolué sur base raciale et aujourd'hui sur base territoriale. Donc il est nécessaire d'upgrader, si vous voulez, le logiciel de lutte contre l'antisémitisme. Au niveau fédéral, il y a une prise de conscience, il y a des déclarations fortes, notamment du Premier ministre. Maintenant, il faut que ce soit suivi dans les actes et dans les faits. Et pour cela, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui blesse, qui humilie, qui tue en Belgique ou en Europe occidentale plus largement, c'est l'antisémitisme qui a substitué l'État juif à l'individu juif. C'est cela qu'il faut comprendre. Et on le voit d'ailleurs, que ce soit Mera, lorsqu'il tue des enfants juifs en disant « je venge les enfants palestiniens », ou lors de manifestations anti-israéliennes dans les rues de Bruxelles, où ça termine régulièrement sur les cris de mort aux juifs, eh bien on voit qu'ils se servent de ce prétexte d'un conflit lointain pour exprimer cet antisémitisme. Aujourd'hui, en fait, l'antisionisme est devenu le cache-sexe d'un antisémitisme inavouable. Sur un dossier très particulier, qui est le dossier d'Adolphe Max. Donc nous avons traité un dossier d'un élève la semaine passée qui fréquentait Adolphe Max et qui depuis plusieurs mois subissait du harcèlement antisémite. Nous avons donc rencontré la préfète de l'école. Je crois qu'elle a pris la mesure du problème. Maintenant, ça coince quelque part. Aujourd'hui, ça coince au niveau des autorités de la ville de Bruxelles. L'échevine de l'éducation, Madame Arish, à notre avis, ne gère pas cela comme elle devrait le gérer. Cela fait maintenant 6 mois sur différents dossiers, que ce soit Boxtal, Jacquemin et aujourd'hui Adolphe Max, que nous avons emprunté la voie de la diplomatie avec Madame Arish, que nous sommes en attente de mesures. Nous sommes aujourd'hui comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir, donc il est temps, je pense, un peu de hausser le ton et de rappeler Madame Arish à ses devoirs, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas juste être un slogan, mais ça doit être suivi d'actes. L'occasion donc de la co-inviter avec vous dès aujourd'hui officiellement ici pour en parler. L'occasion aussi de remercier Samir Amghar et de le co-inviter déjà sur les recommandations qu'il fait également dans cette étude sur la nécessité de mise en place de politiques de déradicalisation et de contre-discours religieux, entre autres. C'est pour l'avenir. Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.